Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et Digiteka avec pour partenaires médias CB News, Redcard, le CPA et pour partenaires opérationnels Smile Wanted et Vinmeiser. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Presse et programmatique, état des lieux. Le secteur de la presse a été très actif et créatif à l'avènement de la publicité digitale à la fin des années 90, au début des années 2000. Par la suite, le secteur a semblé vouloir se chercher, se réinventer pour continuer à séduire le marché publicitaire, plus enclin à adhérer à des offres émanant des acteurs comme Google ou Facebook, ou d'autres orientés sur la performance marketing. Le programmatique a-t-il permis à la presse de retrouver des couleurs en termes de revenus ou au contraire, le programmatique est un accélérateur de perte de valeur pour le secteur? Pour en discuter, Emmanuel Alix de l'équipe, Romain Février de Ouest France, Grégoire Besson de 20 minutes, Benoît Cochet de Digiteka. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'ai commencé ma carrière dans le monde de la presse chez Libération, où j'ai lancé l'activité publicitaire digitale en 1994, donc ça remonte. Et effectivement, la presse aujourd'hui est en mode peut-être interrogation ou réflexion pour donner un nouveau souffle à son activité publicitaire, notamment via le programmatique. Et ma première question, selon vous, est-ce que la presse a su tirer profit du programmatique? Cette question, je te propose, Romain, d'y répondre en premier. Je vais dire que oui, en sachant qu'aujourd'hui, le programmatique fait partie intégrante de la stratégie digitale d'un groupe comme Ouest France. C'est le secteur de marché sur le digital qui est le plus en croissance. À titre d'illustration, on fait x4 entre 2016 et 2019 sur la partie programmatique. Je dirais que sur la partie presse quotidienne régionale, comme c'est le cas de Ouest France, le gré à gré résiste un peu mieux que sur du national, mais il n'empêche que tout ce qui est vente automatisée, dite programmatique, aujourd'hui, représente plus de 50% du mix digital. Donc clairement, on en bénéficie, on innove aussi d'un point de vue technique, on a développé notre propre architecture d'Everbidding par exemple. On collabore aussi dans les offres de groupage programmatique avec 20 minutes, qui est notre filiale, avec 366, notre régie de représentation nationale. Donc clairement, on en bénéficie pleinement. Ceci dit, la presse au global cherche encore un peu son modèle parce que même si le programmatique grossit fortement, on teste différentes combinaisons, freemium, paywall, 100% pub, pour compenser aussi un petit peu le fait que le print s'érode doucement, mais sûrement dans certains cas. Merci Romain. Grégoire. Effectivement, le programmatique, chez 20 minutes, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on a entamé une transformation digitale chez nous. Donc c'est passé par plusieurs aspects. Déjà tout d'abord des recrutements pour effectivement avoir cette expertise qu'on avait peu ou pas assez exploitée auparavant. Se désintermédier de tous les partenaires qu'on avait branchés un peu dans tous les sens, comme pas mal d'éditeurs, je pense, français. Et surtout, effectivement, s'équiper de technologies qui puissent répondre à la demande des acheteurs et à la fois aussi faire des formations en interne pour que tout le monde puisse parler justement le même langage. Il a fallu tout d'abord, effectivement, vulgariser le programmatique, parce que c'est pas toi que je vais l'apprendre, mais effectivement, il y a beaucoup d'anglicismes, d'abréviations, etc., pour que tout le monde soit au fait et qu'on parle tous la même langue. Et ça fait à peu près maintenant 2 ans qu'on a entamé effectivement cette transformation digitale. Nous, on voit toujours une croissance du gré à gré, donc on n'a pas vu justement cette fameuse bascule des budgets de l'un vers l'autre. Le print, effectivement, reste stable, donc le programmatique est vraiment devenu un revenu à part entière au sein de 20 minutes, sans voir une décroissance d'un autre canal. Merci Grégoire. Emmanuel, quelle est ta vision en tant qu'éditeur chez l'équipe? Enfin, tu représentes l'équipe. Tout à fait. Oui, je pense que la presse a su en tirer profit. Il y a eu quand même un certain nombre d'initiatives, qui étaient le début du programmatique, mais il y a eu la place média, par exemple, dans laquelle le groupe L'équipe a participé. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un carrefour un peu compliqué autour de ça. C'est que on voit que le gré à gré a tendance à... Le programmatique, s'il progresse fortement, il prend plutôt des campagnes et du budget sur ce qu'on faisait avant gré à gré. Donc est-ce qu'on arrive à retrouver la même valeur ou pas? Ça va être tout l'enjeu. Donc nous, on se rend compte, on a fait une excellente année 2018, on fait un bon début d'année 2019, mais on se rend compte que la progression elle est compliquée et que le programmatique ne nous permet pas réellement de faire une vraie croissance sur le chiffre d'affaires publicitaire au global. Donc il y a quand même des interrogations qu'on doit avoir, et donc tout à l'heure on évoquera le header bidding, mais voilà, comment on arrive à
à maintenir une valeur, un certain niveau de valeur, notamment dans la vidéo. Voilà, je pense que c'est un enjeu qui est compliqué. Donc je pense qu'on a su en tirer profit. Comment demain ça va nous permettre de continuer à avoir de la croissance? Je n'ai pas encore la réponse, mais je pense que c'est un sujet intéressant. Et on va essayer d'en trouver des réponses. Merci Emmanuel. Benoît, tu représentes une technologie qui travaille beaucoup avec les éditeurs et notamment dans le domaine de la presse. C'est quoi ta vision de justement ce secteur presse au niveau du programmatique? Alors, je prendrai le prisme toujours vidéo, puisque DigiTK est spécialisé en vidéo in-stream premium. Donc du coup, on va plutôt s'attacher à regarder ce sujet-là, ce qui se passe sur la presse dans notre réseau. On a l'avantage d'avoir un réseau qui est très marqué presse, puisqu'on travaille avec toute la PQR, les groupes comme Ouest France, 20 minutes, PQR et PQN, mais aussi avec des groupes comme Mondadori, etc. Donc on a un échantillon représentatif de la presse française assez important. Donc ça, c'est le premier sujet. On voit de toute façon sur notre place de marché que le programmatique, c'est entre 120 et 140% de croissance chaque mois. Donc, chaque mois? Alors, d'année en année. Mais si tu veux, year on year, d'année en année, c'est 120% chaque mois, c'est pas mal. Hein. De mois sur mois, ce serait encore mieux. Mais on voit quand même on devrait dire plus 120 par an. Ouais, c'est entre plus 120 plus 140% par an. Et c'est stable chaque mois sur la croissance. Donc la croissance, elle est aussi continue, c'est ce que je veux dire par là. Et bien évidemment, les titres de PQR et de PQN sont dans la moyenne du réseau. Ils ne sont pas en dessous, ils ne sont pas complètement au-dessus non plus. Et ça dépend beaucoup de la maturité des titres. On a des gens qui sont très matures. Ouest France, on en parlera un petit peu après, sont très matures. Et il y a aussi une tendance à l'innovation qui est assez marquée. Donc 20 minutes, Ouest France par exemple, avec qui on a la chance de travailler, ça a été aussi les deux premiers à tester des dispositifs vidéo header bidding, puisque le header bidding display c'est déjà en place depuis un petit moment, mais vidéo header bidding, on a les deux premiers bêta-testeurs avec nous sur le plateau. Donc on en reparlera un petit peu après du header bidding je pense, mais c'est aussi le sujet, c'est que l'innovation en programmatique, elle est du côté de la presse aujourd'hui un petit peu plus marquée, parce que aussi il y a besoin en effet de retrouver, il y a le déclin des revenus presse qui n'est pas toujours compensé par le digital, il y a un besoin d'accélération sur les revenus digitaux. Donc ça stimule aussi l'innovation et les prises de risques. Et puis il y a aussi le dernier point, c'est que la presse elle a su tirer parti du programmatique parce qu'il y a des investissements qui sont faits, il y a des coopérations data média, surtout médias on l'a vu dans le passé, mais DigiTK c'est aussi ça, c'est Ouest France Russell qui ont racheté une société spécialisée dans la vidéo pour s'affranchir un peu de la dépendance de gros acteurs du marché et puis retrouver une dynamique, une compréhension pour accélérer sur la vidéo. Donc il y a vraiment aussi de l'investissement sur la partie programmatique, sur des acteurs technologiques pour accélérer. Alors justement, on vient de parler de technologie, on a parlé du format vidéo. Le contexte est donc très important et ce contexte est très important notamment pour les annonceurs. Et justement, ma deuxième question, c'est quelle est la typologie des annonceurs qui investissent en programmatique sur des sites de presse, Romain? Alors, un site comme par exemple Ouest France est très mass média, on a une grande diversité d'annonceurs. On a des secteurs qui surpondèrent, comme la grande distribution, l'automobile, la banque assurance par exemple, mais on a vraiment une mixité d'annonceurs. Donc auparavant, avant le programmatique, on aurait pu imaginer qu'on avait beaucoup d'annonceurs locaux. Aujourd'hui, on a accès justement avec ce programmatique aux annonceurs nationaux, internationaux, etc. Donc, on a vraiment une très grande diversité, on n'a pas de surpondération. C'est les annonceurs qui sont premium, grâce notamment au fait d'être labellisés Digital Ad Trust, on attire plutôt des Peugeot, des Renault, des L'Oréal, etc. D'accord. Merci Romain. Grégoire, toi, ton avis sur la typologie des annonceurs, tes observations? En fait, moi je rejoins ce que dit effectivement Romain. 20 minutes, ça représente un Français sur 3. Donc aujourd'hui, en termes d'investissement et d'annonceurs en particulier, il n'y a pas une typologie particulière effectivement qui sort du lot. Alors effectivement, les gros annonceurs du programmatique, comme disait Romain, donc l'automobile et tout, banque, sont effectivement des annonceurs qui représentent le haut du panier. Par contre, il n'y a pas effectivement un secteur qui se dégage plus qu'un autre. Aujourd'hui, on a effectivement toute typologie d'annonceurs qui viennent chez nous, du luxe, de l'auto, du retail. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Enfin, il n'y a pas d'identification particulière. Mais si justement ils sont de différents secteurs, qu'est-ce qu'ils viennent chercher d'une certaine manière en fait? C'est le sens de ma question aussi. Une audience, parce que déjà, nous, on a effectivement, hommes et femmes, on est assez mixte. On a 49% d'hommes et 51% de femmes chez nous. Donc effectivement, quel que soit l'annonceur, maintenant, ils viennent chercher effectivement une population particulière, avec l'ajout de la data sur le programmatique, etc. Ce qui permet justement d'avoir un ciblage beaucoup plus fin et de pouvoir trouver justement un reach important sur 20 minutes. Et d'autant plus avec Ouest France, quand on fait une offre commune puissance 3, par exemple.
Plus de 5 millions de vues Romain. par jour, par exemple. Donc on cherche un dispositif d'impact puissant, avec une couverture assez large sur des cibles assez diversifiées. Merci Romain, merci Grégoire. Emmanuel, toi, ton observation justement sur la typologie des annonceurs, même si tu es du côté plus éditeur. Non, mais c'est pour reprendre ce que disent mes petits camarades, c'est très diversifié. Après, on voit qu'on a aussi un certain nombre de deals en programmatique garantie. Donc, on fait avec des annonceurs importants, je pense au secteur de l'automobile. Et on y reviendra tout à l'heure. Je pense qu'ils viennent aussi chercher des éléments de data qu'on essaie de coupler avec cette programmatique. Voilà, nous, sur l'équipe, on a une cible très masculine, très homme. On est leader sur cette cible-là. Donc, ils viennent chercher ça également en programmatique. Après, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, oui, Digital Ad Trust, sans doute, nous contribue. Mais aujourd'hui, on n'y voit pas les effets directs de sommes sonnantes et trébuchantes comme promis par les annonceurs et les agences lors de la mise en place de ce label. Donc j'espère que ça va s'accélérer et qu'on va y voir vraiment des effets. Mais aujourd'hui, l'effet est quand même un peu mieux en 2019 qu'en 2018, mais ça reste encore très, très limité. Je crois que nous tous, éditeurs, enfin que ce soit régie ou éditeurs, on a mis des moyens pour se conformer et améliorer la promesse qu'on pouvait avoir sur la qualité de l'inventaire publicitaire. Mais aujourd'hui, on ne voit pas encore les... Tu n'es pas satisfait du retour sur investissement sur Digital Ad Trust? Ah oui, très clairement, aujourd'hui, il n'y a pas assez de la promesse engagée et maintes fois répétée par les organisations interprofessionnelles côté agence ou annonceur. Aujourd'hui, on ne le voit pas réellement, en tout cas dans nos chiffres. Ok, au moins ça le mérite d'être clair. Tu veux rajouter quelque chose, C'est très important de communiquer sur le fait qu'on soit certifié Digital Ad Trust vidéo et display. Cependant, effectivement, comme tu dis, derrière, on n'a pas eu effectivement un accroissement des revenus de la part des annonceurs qui s'étaient dit engagés justement dans cette pratique. Donc, mesdames et messieurs les annonceurs, engagez-vous, quoi. Ok. Merci Grégoire, merci Emmanuel. Benoît, toi, ta vision côté techno sur la typologie des annonceurs qui investissent sur les sites presse? Moi, j'aurais tendance à dire montre-moi ton audience et je te montrerai tes annonceurs. Alors, c'est en partie vrai, c'est-à-dire que la presse en règle générale, je prends la PQR, la PQN, c'est un peu tout le monde, il y en a pour tout le monde. C'est des masses médias, on trouve toutes les cibles, donc on trouve tous les annonceurs. Et en effet, l'automobile, la banque finance assurance, un peu le retail dans une certaine mesure, le laboratoire pharmaceutique, enfin voilà à peu près tout chez nous, voilà ce qu'on voit. Donc on voit à peu près tous les annonceurs, on prend le classement Kantar, on va retrouver une grande partie du top 100 annonceurs qui va être là, la grande distribution, etc. aussi. Après, il y a une petite spécificité, quand je regarde dans le réseau, il y a en effet PQN, PQR généralistes qui attirent tout le monde, il va y avoir les spécialistes, des Melty par exemple, des gens comme M6 qui ont plutôt des sites thématiques. Évidemment, c'est plus féminin, c'est plus masculin, c'est plus on va dire des niches. Donc là, en effet, on va avoir des annonceurs dits captifs. Et ça va être plutôt les annonceurs qui ont attrait avec la ligne éditoriale de l'éditeur. Et puis après, je ferai la troisième particularité peut-être que je peux voir, c'est en effet plus sur la PQR, il y a en effet un petit peu plus d'annonceurs locaux ou du nationaux qui ont des décrochages locaux. Comme dans la grande distribution par exemple. La grande distribution, l'automobile avec les formats notamment où on va faire un peu du drive to store avec un principe de géolocalisation des stores locateurs par exemple. On renvoie vers la concession la plus proche. Chris par exemple, je pense à une campagne avec Chris aussi où c'était pareil, c'était du store locator. Donc là on l'a plus trouvé sur la PQR parce qu'on a une audience qui est moins parisienne en fait. Donc on a des titres qui sont très parisiens. Voilà, la presse nationale essentiellement. Voilà. Et puis après, on a des décrochages un peu plus locaux. Et donc, du coup, on trouve plus d'inventaire local en région. Et donc, du coup, les annonceurs qui font un peu ces décrochages-là ou des stratégies locales utilisent un peu plus ces titres-là. Romain. Il y a une surpondération. Merci, madame. Enfin, dans le cas de Ouest France, on a 40% de l'audience qui est sur le Grand Ouest, donc il y a une surpondération, entre guillemets, mais on a quand même 60% qui est sur le reste du territoire, donc une majorité en dehors du Grand Ouest. Donc ce n'est pas que... Donc la presse locale n'est pas que locale. Notamment sur la partie mobile. On va dire qu'il y a une sorte de diaspora régionale un peu partout en France. Ce n'est pas que des Bretons dispersés, on a des articles de portée nationale, internationale. Par exemple, quand on est dans Apple News, en fait, on est relayé sur l'ensemble du territoire français, d'où l'audience qui est nationale et pas locale spécifiquement. Merci Romain. On en arrive à la troisième question, qui est un sujet qu'on a déjà évoqué lors de vos différentes réponses, à savoir le header bidding. De mon point de vue, mais je pense que c'est le point de vue de beaucoup d'acteurs sur le marché, on dit que le header bidding a été une bonne opportunité pour les sites médias et notamment les sites de presse pour revaloriser leur audience en programmatique.
Qu'en pensez-vous? Je vais commencer par toi, Grégoire. Effectivement, nous, avec le layer bidding, on l'a intégré en mars 2018. On a commencé avec quelques SSP, aujourd'hui on en a à peu près 7 ou 8. Effectivement, on a pu justement répondre à la demande des acheteurs, déjà, avec des meilleures connexions en fonction de DSP utilisés en face. On a pu aussi intégrer notre data, effectivement, au sein des différents SSP, et pouvoir proposer maintenant des deals, effectivement, médias plus data, qui auparavant étaient un peu plus compliqués avec le gré à gré. Et puis surtout, on a pu effectivement revaloriser notre inventaire, un peu ce que disait, je crois que c'est sur ce plateau, Vincent Madi de TradeLab, redonner la valeur initiale à notre inventaire et vraiment mettre en compétition le gré à gré et le programmatique qui auparavant effectivement étaient un petit peu les invendus, invendables, comme on peut dire aussi. Ça c'est une expression chère à Monsieur Salini. Exactement. Tout à fait. On salue. Voilà. Il y a beaucoup d'amis qui viennent ici. Donc effectivement, pour nous, ça nous a permis, effectivement, Bruno l'avait dit dans le journal du net, qu'on avait pu faire plus 40% en termes au niveau des CPM. Donc ça nous a vraiment aidé à mieux monétiser notre inventaire et à mieux répondre justement à la demande des acheteurs et envoyer un message justement à toutes les agences. Merci Grégoire. Ta vision, Romain, sur cet avènement du header bidding, est-ce que ça a fait du bien? Clairement, nous, je fais écho à ce que dit Grégoire. Nous, on a lancé en novembre 2017. On est parti sur un développement 100% interne. On a tout fait nous-mêmes. On observe. Vous avez fait votre propre wrapper? On n'est pas passé par un tiers, entre guillemets. D'accord, donc vous avez créé votre propre framework wrapper. Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Donc on l'a fait, on observe à peu près une croissance de 30% des revenus, avec une variation des CPM de 15 à 20%. Il y a vraiment un vrai développement de valeur sur certains formats, comme par exemple l'habillage ou le parallaxe, qu'on ne pouvait pas faire auparavant via Google, hors programmatique garantie. On l'a fait sur AMP aussi, par exemple, où on ne pouvait pas mettre en compétition Google précédemment. Ceci dit, on travaille aussi avec Digiteka. On a été, comme disait Benoît, bêta-testeur. On est sur des uplifts, des croissances qui sont assez similaires au display, peut-être un poil en dessous, parce que le marché de la vidéo est plus orienté deal que de l'open auction, ce qui est le cas du display. Mais c'est clairement bénéfique également pour nous. Merci Romain. Emmanuel, ta vision d'éditeur par rapport au header bidding? Non, très clairement, ça nous a permis d'augmenter la valeur. Nous, on a un trafic très important à l'équipe et qui était, on va dire, monétisé avec, comme tu disais, de l'invendu, mais vraiment à prix très très faible. Donc ça nous a permis vraiment de réévaluer ça. Après, j'ai aussi l'impression que chez nous, ça a été couplé également avec... ça nous a permis de mieux analyser et d'avoir des meilleurs floors à nos différentes campagnes. Ça nous a permis aussi de réévaluer le floor qu'on pouvait avoir et qui nous a permis aussi de réévaluer la valeur. Donc le header bidding nous a également permis de revoir le prix et de pouvoir mettre des limites, notamment basses, pour éviter que la valeur descende trop. Et ça nous a permis également de réduire un peu le nombre d'impressions. Et sur l'ad quality, ça nous a également, il y avait également des effets bénéfiques, très clairement sur des campagnes plus propres, des annonceurs plus quali sur nos sites. Et en tant qu'éditeur, c'est sûr que c'est un point important. Donc vive le header bidding, alors si je vous écoute. Complètement. D'accord. Même sur la latence. Même sur la latence qui était... Oui, le temps de latence qui était un des sujets clés et même problématiques pour le header bidding. Au final, la suppression des passbacks, en tout cas dans notre cas, était bénéfique en termes de latence par rapport à un système pré-header bidding. Merci. Et après, je passe la parole à Benoît et on passera à la dernière question. J'ajouterais aussi qu'en interne, effectivement, même les équipes sales, agences, toutes les équipes sales même de chez 20 minutes par exemple, ça a dynamisé un peu l'intérêt aussi pour le programmatique parce qu'on a pu avoir différents types de plateformes à utiliser, donc des nouvelles formations, des nouvelles compétences, de nouveaux outils de reporting et du coup des nouveaux metrics et des nouvelles insights à apporter justement au rendez-vous annonceur, au rendez-vous agence. Donc ça a vraiment effectivement dynamisé aussi l'activité commerciale en interne. Merci Grégoire. Alors justement, Benoît, tu évoquais tout à l'heure une de vos innovations chez Digiteka, à savoir le header bidding au niveau du format vidéo. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus et effectivement en quoi ça a contribué à redynamiser les revenus pour le secteur de la presse? Alors, déjà, le header bidding en display existe depuis un petit moment, depuis quelques années. En vidéo, c'est un petit peu plus récent. C'est un petit peu plus compliqué. La vidéo, c'est toujours un petit peu plus compliqué que le reste. Et d'ailleurs, on va en parler ce mois-ci. Voilà. Et le gros sujet là, il était de passer la marche technologique. Tout se passe dans le player. Alors on a l'avantage, nous, d'avoir la solution player vidéo. Donc c'est plus simple pour nous que certains autres acteurs du marché. Mais la complexité, elle réside là. Faire transiter toutes les informations dans la page vers le player et du player vers la page.
Donc, je ne rentre pas trop dans le détail là-dessus, mais c'est un petit peu plus compliqué, donc ça met plus de temps à se mettre en place. Et techniquement, c'est un petit peu plus complexe. Donc, il faut avoir des gens un petit peu plus experts pour monter en compétence sur le sujet. Voilà pourquoi ça vient un petit peu après. Ça revalorise à peu près dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire que nous, sur les tests qu'on a pu mener, je ne parle pas forcément en presse, mais sur l'ensemble du réseau, on a vu entre plus 10 et plus 20% en termes de CPM, donc en termes de valorisation de l'inventaire, donc ça c'est plutôt bien. Et en revenu, souvent c'est un tout petit peu supérieur, entre 15, plus 20%. Voilà grosso modo ce qu'on constate sur le réseau. C'est très différent d'un éditeur à un autre et en fonction de la maturité. Des gens qui ont déjà, je pense à Ouest France, mais ça a été très très rapide à mettre en place. En une semaine, le test était mis en place avec Ouest France. Pourquoi ? Parce que les équipes sont très expertes, ils ont un niveau technique qui est quand même nettement supérieur aux autres éditeurs sur le marché, ça fait partie des plus avancés. Et donc, ça se met en place très rapidement, il y a déjà beaucoup de sources qui sont en place. Et donc, il y a déjà tous les sièges SSP créés, donc ça va vite. Et on voit l'uplift immédiat et on peut échanger rapidement pour quantifier tout ça. Je remettrai juste en perspective que le header bidding, ça fait monter la valeur et les revenus, c'est vrai. Mais quand vous regardez, quand vous gérez un waterfall et du header bidding, si vous aviez une seule source, qui vous n'utilisez qu'un seul SSP sur la partie waterfall, vous ne mettez rien en compétition. Bien sûr. Et les deux effets, c'est est-ce qu'on ajoute ou non des sources de demande avec le header bidding ? Et en général, oui. Donc quand on plug le header bidding, on rajoute 2, 3, 4, 5 SSP en plus. Donc mécaniquement, il y a plus de demandes, ça améliore le taux de remplissage. On aurait eu le même effet avec un waterfall et avec plus de SSP, mais en cascade. On aurait eu les temps de latence qui s'allongent. Et puis le deuxième effet qui se coule en effet, c'est puisqu'on met tout le monde en compétition, ça augmente la valeur. Donc quand on a des augmentations de plus 30%, c'était des gens qui étaient moins matures, qui rajoutent beaucoup plus de sources et qui mettent tout en compétition. Et quand on a des gens plus matures, l'uplift peut être un petit peu moins important parce qu'il y a déjà beaucoup de sources. On fait juste que les mettre en compétition et tirer la valeur vers le haut. Mais en règle générale, on est entre du plus 10, plus 20% quand on met en place. Donc c'est significatif. Et c'est aussi en place aujourd'hui sur la vidéo. Je pense que d'ici 2 ans, on va faire comme en display, on aura 70-80% des éditeurs. Et ça va commencer dès cette année, ça va accélérer fortement. Merci Benoît. On en arrive à la dernière question et c'est une question très importante. On parlait de compétition entre SSP, mais il y a également compétition entre les différents acteurs du marché publicitaire. Et les plus gros concurrents sont principalement Google et Facebook. On a déjà évoqué sur ce plateau à plusieurs reprises la partie dominante de ces acteurs sur le marché. Donc, face à ces deux acteurs, face à Google et Facebook, j'allais dire les GAFA, parce qu'on pourrait également intégrer Amazon dans cette constatation de la prise de poids des fameux walled gardens sur le marché publicitaire. Donc face aux GAFA, comment la presse peut susciter l'attraction auprès des annonceurs ? Romain. Alors, je suis assez optimiste, en tout cas dans le cas de la PQR, parce que la PQR est un média de proximité, une relation de confiance qui est primordiale aujourd'hui dans un peu un climat de défiance, on va dire, envers l'information en général. Donc la notion de vrai, de proximité, de médias de long terme est assez essentielle. Aujourd'hui, il y a une vraie dimension de prescription de la part du média de proximité. On n'a pas d'UGC, de User Generated Content, on a du contenu qui est certifié, agréé, et ça va du contenu local comme national, international. Donc là-dessus, je pense qu'il y a vraiment une vraie carte à jouer sur la dimension proche, la notion de vrai, alors c'est un peu flou, mais... Non, authenticité. Authenticité, exactement. La PQR, il y a une vraie carte à jouer par rapport au GAFA, tout ce qui est un petit peu contenu non certifié. Et je dirais même que dans l'ère du Drive to Store, qui est plutôt à la mode, la PQR est un média Drive to Store, entre guillemets, de par la proximité des magasins, qui est naturellement, on a une annonce qui est personnalisée par rapport à une proximité immédiate de magasin. Donc voilà, moi je suis relativement optimiste sur le sujet. Merci Romain. Grégoire. Alors moi je ne dirais pas que les GAFA sont nos concurrents, ce serait difficile, mais ce serait plutôt des partenaires, parce que c'est vraiment des amplificateurs d'audience pour nous. Donc en fait, effectivement, travailler dans le sens justement des GAFA nous permet d'attirer du trafic et de conserver justement ce nombre de visiteurs uniques qu'on atteint chaque mois. D'autre part, je pense qu'effectivement, comme disait Romain, avec la défiance un peu par rapport à Facebook et aux fake news,
Nous faisons partie, nous, de l'International Fact-Checking Network, c'est très bien dit, qui nous permet un nouvel justement... acronyme. Voilà, exactement. Voilà, le réseau international de fausses annonces, qui nous permet justement de déceler et de mettre en avant justement tout ce qui est fake news qui tourne un peu sur le digital en ce moment. Donc c'est vrai que chez nous, il y a une création de contenu aussi qui permet de susciter le débat. Voilà, et puis 20 minutes, ça reste quand même un journal national avec un fort ancrage local que forcément ces GAFA n'ont pas et ne peuvent pas proposer en termes de contenu aussi. Voilà. Merci Grégoire. Emmanuel, ta vision par rapport à Google, Facebook et Amazon? C'est aujourd'hui comme une vraie difficulté pour notre secteur. Pour revenir, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a vraiment des atouts, on a un contexte, on a une qualité, on a des contenus. Après, je pense qu'il y a quand même un vrai enjeu. Là, je vais prendre ma casquette de vice-président du GEST, mais c'est comment on arrive à avoir une meilleure data également à proposer à nos annonceurs, aux agences, et notamment comment on arrive, avec les menaces quand même sur le cookie, qui est globalement assez menacé par les différentes directives européennes, comment on arrive à avoir beaucoup plus d'utilisateurs logués. Alors, j'étais déjà venu dans une émission, on l'avait longuement évoqué, tout à fait. J'insiste là-dessus. Ouais. On a un projet avec le GES qui est un projet de login commun à l'ensemble de la presse, où 20 minutes est partie prenante. Mais d'autres, on est en gros une centaine de sites, on représente 80% de l'audience française. Voilà. Donc on est en train de travailler dessus là très concrètement. Il y aura les premières choses concrètes qui arriveront à l'automne. Et voilà, comment demain on a beaucoup plus d'utilisateurs logués sur lesquels on peut proposer à nos annonceurs une data beaucoup plus qualifiée, du cross-device, voilà, un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on a 15% d'utilisateurs logués à l'équipe. C'est évidemment très insuffisant. Et notamment avec la menace autour du cookie qui se rapproche mois après mois. Bon, après, ce sera peut-être l'objet d'un autre débat, mais c'est aussi un enjeu d'offre de services et de contenu pour avoir plus d'utilisateurs logués. Évidemment. Il va falloir proposer un certain nombre de choses. Voilà pourquoi on a 15% à l'équipe aujourd'hui, c'est que sur le mobile, on a les alertes personnalisées en fonction de son club, son joueur préféré. Donc ça fonctionne, les gens le font très naturellement, il n'y a pas de problème pour qu'ils se créent un compte. Donc demain, il faut évidemment qu'on accentue ça, et le projet de login unique va nous y aider. Merci Emmanuel. Benoît, ce sera pour toi le mot de la fin. Moi, je rejoindrai ce qui a été dit sur la partie brand safety, qualité des contextes. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de marques qui cherchent quand même un écrin. Et ça, dans la presse, je pense qu'il n'y a pas mieux aujourd'hui que cet écrin-là presse. Le contexte va valoriser la marque et ça reste très important pour beaucoup d'annonceurs. Et puis, je trouve aussi que, je reviendrai sur l'innovation, en effet, il faut quand même se fédérer, des coopérations de médias, des coopérations de data, pour renforcer, parce qu'il y a la question du scale, où en tout cas les GAFA ont du scale, ont de la data à grande échelle, ont de l'inventaire à grande échelle. Il faut aussi qu'on ait des coopérations qui nous mettent à grande échelle pour être compétitifs par rapport à eux. C'est le sens de ce que fait le GEST. C'est le sens aussi du rachat de DigiTK par des groupes comme Russell, West France et EBRA qui a donné aussi son intention de rentrer au capital. Donc je pense qu'on va dans le bon sens parce que la prise de conscience, elle est faite, les initiatives, elles sont en place. Et donc il y a un avenir pour la presse face aux GAFA si on s'organise bien, si on se donne l'échelle suffisante. L'union fait la force, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci messieurs. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de la presse et le programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le header bidding a été sans conteste une amélioration des revenus des éditeurs de presse dans le digital. Des augmentations de l'ordre de 20 à 30% ont été constatées. 2. Le secteur presse doit absolument s'adapter aux enjeux autour de la data, notamment dans un contexte de fin de vie des cookies. Proposer des environnements logués sera donc de plus en plus la norme. Il est du devoir des éditeurs d'améliorer leur contenu et services pour motiver les utilisateurs à se loguer et ainsi obtenir des données de leur navigation. 3. En complémentarité des acteurs comme Google et Facebook, les sites de presse peuvent faire office d'amplification d'audience dans des environnements brand safety. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à DigiTK et Orange Advertising pour leur soutien, ainsi que nos partenaires médias, CB News, Redcard et le CPA, sans oublier nos partenaires opérationnels SmileWanted et Vinmiser. Ce contenu est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.